Je vais quand même vous présenter en quelques mots Monsieur Gogol d'Alondan, qui a été, il y a quelque temps de ça quand même, éducateur spécialisé, mais ça a duré quand même pendant 20 ans, avant de s'engager dans la formation des travailleurs sociaux, puis de devenir chercheur en socio-anthropologie de l'adolescence à l'université de Strasbourg. Et il fut également rédacteur en chef de la revue Culture et Société. Et aujourd'hui, c'est la question du genre dont vous allez nous parler et qui constitue probablement aussi pour nous un point, je ne sais pas s'il faut dire de limite, mais un point de frontière, plus exactement, puisque c'est une clinique quand même encore relativement récente, mais qui vient quand même interroger nos modalités à la fois de repère de ce dont il s'agit et de traitement lorsque c'est nécessaire. Je vous laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup et bonjour à vous toutes. Donc, j'ai effectivement la lourde tâche de vous maintenir éveillés. Donc, merci pour cette présentation. Effectivement, 20 ans éducateur spécialisé, 27 ans à l'université, donc 20 plus 27, ça fait 47. La CARSAT m'a dit que j'avais droit à un truc que certains d'entre vous n'auront pas, qui s'appelle la retraite. Voilà. Ceci étant, je poursuis des recherches qui sont à la fois ethnologiques au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa, où il n'y a pas d'adolescence, il y a le monde des enfants, il y a le monde des adultes. Et puis, lorsque je suis en France, je travaille sur des problématiques adolescentes. Et pour vous donner juste un exemple, actuellement, les 3 recherches que je mène, vous allez voir que c'est très différent. Je mène pour des professionnels de santé une recherche sur les jeunes en questionnement de genre et parfois transgenre. Pour la PJJ du Gard et de la Lozère, une recherche sur les adolescents impliqués dans le trafic de stupéfiants. Et pour la Maison des adolescents de Strasbourg, une recherche plutôt sur des adolescentes atteintes d'un syndrome anxieux qui se caractérise par une phobie scolaire. Donc, vous voyez, très différent, mais on reste quand même dans la question d'adolescents. Et l'adolescent, il y a quand même un invariant, parce que s'il change, parce que les temps changent, un invariant, c'est la puberté, comme disait Philippe Guton. Et donc, l'orientation sexuelle et l'identité de genre vont venir percuter cette question-là. Je trouve que c'est effectivement pas mal de l'avoir mis dans une journée d'études sur les états limites et sur une clinique des frontières, pour au moins 2 raisons. D'abord, si on prend la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, on pourrait la résumer rapidement dans un acronyme que vous connaissez tous, LGBTI. Je laisse les autres lettres, LGBTQIA+, etc. J'en reparlerai sur les identités multiples et les identités absolues à l'adolescence, mais on va rester sur LGBTI. Voilà. Et là, on peut se dire quand même qu'il y a eu des avancées sociétales importantes que je rappelle rapidement, mais que vous connaissez sûrement, puisque l'homosexualité, déjà, pour commencer, était un délit, une maladie et un péché il n'y a pas si longtemps, puisqu'elle a été dépénalisée en 1982. Elle a même été, d'ailleurs, l'amendement Birguet, un fléau social en France, reconnu comme tel, et elle était une circonstance aggravante. Donc si M. Depardieu avait touché les fesses du technicien et du caméraman, ça lui coûterait plus cher. Voilà. Donc, ça a été dépathologisé en 1990 par l'OMS, et ça reste quand même un péché pour la plupart des églises, même si certaines se veulent inclusives. On pourrait faire un petit distinguo sur lesbiennes et gays, notamment sur la question de l'invisibilisation de la question lesbienne. Sans doute, si l'homosexualité leur est commune, il y a quelque chose qui touche à la question gay, c'est la sodomie. La bisexualité, qui est vraiment très rapidement, un de mes amis chercheurs, Rommel Mendes l'été, en avait fait un livre qu'il avait appelé « La bisexualité, le dernier tabou ». Et il commençait par rappeler d'ailleurs que la bisexualité avait été honnie dans les années 80, parce qu'au moment où on s'est rendu compte que le VIH ne concernait pas que les homosexuels masculins, que ce n'était pas, contrairement à ce qu'on avait pensé, un cancer gay, eh bien les bisexuels étaient accusés de propager la maladie chez les hétéros. Et donc, on voit aussi que culturellement, cette question de la bisexualité est un peu complexe. Par exemple,
à Mayotte, où j'ai effectué une recherche sur la santé, donc qui n'avait rien à voir avec la question adolescente, eh bien, je m'étais rendu compte, c'était avant la départementalisation, que dans cet espace qui est matrilinéaire et matrilocal culturellement, mais qui est quand même aussi musulman chaféite, l'homosexualité masculine est tolérée jusqu'au mariage. Mais de manière très curieuse, les garçons, lorsqu'ils se marient, gardent leur amant, hein, qui est leur meilleur ami, mais avec lesquels ils n'ont pas que des liens d'amitié. Sur la question transgenre, j'y reviendrai plus précisément après concernant les adolescents, elle a été dépathologisée par l'OMS en 2019. Et donc ça a amené aussi des changements majeurs dans les grands textes réglementaires, DSM, CIM et compagnie. Et puis sur la question intersexe, alors pour laquelle peut-être vous n'êtes pas très familier, hein, intersexe ou intersexué, c'est le mot que les personnes concernées souhaitent qu'on adopte désormais, puisqu'avant on les appelait hermaphrodites. Donc ce sont des personnes souvent qui, dès la naissance, ne peuvent pas être assignées exactement, en raison de leur anatomie ou de leur génétique, garçon ou fille. On doit à une endocrinologue suisse qui s'appelle Andrea Prader une échelle qu'on appelle l'échelle de Prader, qui va de 0 à 5 et qui permet de mesurer l'intersexuation. En 2015, le Conseil de l'Europe a estimé à 1% des naissances les enfants intersexués. Voilà. Avec sans doute des intersexuations simples qui se résorbent au bout de quelques mois, mais quand même. Cette question aurait certainement beaucoup intéressé Michel Foucault, qui l'avait un peu évoqué dans le cas Herculine Barbin. C'est que le pouvoir de la science, hein, la scientia sexualis, comme disait Foucault, a créé une omerta sur la question de l'intersexuation, avec de la part du corps médical, quelque chose que j'ai retrouvé dans tous les témoignages que j'ai pu recueillir, c'est l'annonce aux parents de l'intersexuation de leur fils, associée avec l'idée le pronostic vital est engagé. Donc il faut que vous désigniez, que vous assigniez un. Et du coup, on a, pour la plupart de ces personnes, des opérations chirurgicales reconstructrices, mutilantes. Une des personnes que j'avais interviewées entre 0 et 16 ans a vécu plus de 20 opérations chirurgicales pour lui assigner un sexe masculin. Aujourd'hui, on sait, dans le cas de l'intersexuation, que le pronostic vital n'est jamais engagé. Jamais. Et donc, ce que demandent les personnes concernées, c'est qu'on leur foute la paix, au moins jusqu'à la puberté, et qu'elles puissent ensuite avoir un choix éclairé de ce qu'elles souhaitent. Ça voudrait donc dire, contrairement à ce que M. Trump et M. Musk prétendent, qu'il pourrait y avoir plus que 2 genres si l'on accepte la demande de ces personnes. La deuxième raison pour laquelle c'est intéressant d'aborder la question de l'orientation sexuelle et de l'identité du genre, c'est aussi qu'elle interroge évidemment les frontières, et parmi les frontières, la question de la norme, de la normalité, ça aussi ça aurait plu à Foucault, mais surtout une norme très particulière qui touche à la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, j'y reviendrai si j'ai le temps, c'est la norme familiale. C'est-à-dire pour moi, s'il y a actuellement des polémiques terribles sur la question du genre, et Trump et Musk sont les archétypes, c'est peut-être parce qu'il y a un impensé et un impensable des mutations profondes de la famille aujourd'hui. J'étais la semaine dernière à Angers avec Serge Tisseron pour travailler sur les identités numériques à l'adolescence. Et donc Serge Tisseron a commencé par un petit joke. Il a dit, bon, levez la main ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT. Voilà. C'était drôle. Qui c'est qui n'a jamais utilisé ChatGPT ? Je ne vais pas essayer de faire le même joke en vous demandant si vous êtes plutôt homosexuel ou plutôt hétérosexuel, si vous vous sentez plutôt homme, si vous vous sentez plutôt femme ou plutôt non-binaire, parce que cette question n'est pas encore banale. Jean-Pierre a commencé par dire « je suis un vieux hétérosexuel cisgenre ». J'aurais pu commencer par vous dire « je suis un homme gay, cisgenre, père de 2 garçons ». Mais ce n'est pas banal. C'est pas banal. Le respect de la différence, c'est peut-être d'abord le droit à l'indifférence.
Alors sur les ados LGBTI, comment j'ai commencé à travailler avec cette question-là? J'ai été sollicité en 2013 par l'Université Laval, qui est une université de la ville de Québec, alors l'Université Laval a une maison d'édition, les presses de l'Université Laval, et dans cette maison d'édition, une collection merveilleuse qui s'appelle Adologique, qui s'intéresse à toutes les problématiques adolescentes. Le Québec avait voté un peu avant nous le mariage pour tous, et donc il me proposait une recherche franco-québécoise pour voir si les jeunes LGBTI, québécois et français, jeunes entendus entre 12 et 25 ans, avaient de nouvelles représentations des mondes contemporains, vu que les législations en la matière avaient évolué. Quand on m'a fait cette demande, j'ai dit non. Non, je ne voulais pas parce que j'avais fait une très mauvaise expérience quelques années auparavant où mon collègue et ami David Le Breton m'avait demandé de faire une recherche qui a été publiée chez Belin sur les sexualités initiatiques, c'est-à-dire ce que le poète appelle les toutes premières fois. C'était le premier rapport sexuel. J'étais vachement content parce que juste avant, j'avais fait une recherche sur la pauvreté et je me suis dit quand même, la sexualité, c'est plus fun que la pauvreté. Waouh, qu'est-ce que j'ai morflé, hein. C'est-à-dire que tous mes réseaux habituels, les établissements scolaires, les établissements sociaux, médico-sociaux, où j'allais enquêter sans aucune difficulté. Ah non, la sexualité, non. Les toutes premières fois, non, tu n'y penses surtout pas. Non, tu as le droit de demander qui est pauvre et pourquoi tu es pauvre, mais pourquoi tu aimes et qui tu aimes, ça. Non, tu ne fais pas. Et j'ai eu quand même pas mal d'attaques avec c'est pas un sujet de recherche, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ça me rappelait simplement quelque chose que je disais souvent à mes étudiants, c'est qu'il y a 3 sujets casse-gueule dans l'université française, c'est l'argent, le sexe, la mort. Voilà, et j'en avais choisi un. Donc je me suis dit, punaise, j'en ai pris plein la gueule sur les hétéros, mais qu'est-ce que je vais me ramasser sur les homos, quoi. Voilà, donc j'avais dit non. Puis finalement, comme c'était des amis, j'ai fini par accepter. Et je ne le regrette pas parce que ça a été une recherche merveilleuse qui m'a pris quand même 3 ans, hein, avec 2 villes d'enquête au Québec, Québec et Montréal, 2 villes d'enquête en France, Montpellier et Strasbourg. Et voilà, donc recherche jusqu'en 2016, publication au Québec en début 2017 et en France fin 2017. Et au final, je dois dire que les attaques que j'avais eues pour les sexualités initiatiques, je ne les ai pas du tout eues pour les ados LGBTI. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que mon hypothèse, c'est qu'on ne touche pas aux chères têtes blondes hétérosexuelles, mais les marginaux, tu peux y aller. Donc j'ai rencontré ces jeunes, et d'emblée, quelque chose que je dis souvent, notamment dans des actions de prévention ou de formation, c'est qu'il y a une grande confusion, y compris parfois chez les parents d'enfants concernés, entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre. L'orientation sexuelle, pour le dire très simplement, c'est qui j'aime. L'identité de genre, c'est qui je suis. Et l'identité de genre nous concerne tous. Parce qu'on pourrait dire que l'identité de genre, 2 grilles de lecture simples. La première, c'est que nous sommes assignés à un sexe à la naissance. Même, je dirais, même le 1% éventuel d'intersexe, on est quand même assigné. Même Judith Butler, l'égérie des troubles dans le genre, dit nous sommes d'abord, même si on peut performer beaucoup, nous sommes d'abord assignés par un sexe. C'est le premier niveau du genre. Le deuxième niveau, c'est les attendus socioculturels de notre genre. Qu'est-ce qui, dans ma famille, dans ma culture, dans mon pays, est attendu d'un garçon, est attendu d'une fille? On peut supposer que dans un petit village du fin fond de l'Afghanistan et dans la communauté bobo de San Francisco, ce n'est pas tout à fait les mêmes attendus. Voilà. Et le troisième niveau du genre, ce serait presque un niveau postmoderne. C'est qu'est-ce que moi, individu, je fais de ces attendus? Est-ce que je m'y conforme ou est-ce que ça ne me convient pas et que j'en fais autre chose? Et sans doute que la minorité transgenre est celle qui donne le plus grand coup de pied dans la fourmilière. On a un psychologue du développement qui s'appelle Laurence Kohlberg
qui a identifié les stades du développement concernant le genre. De mémoire, il en identifie 4. C'est-à-dire un moment où le bébé qui ne comprend pas très bien la différence, et puis en grandissant, il commence à aimer les femmes, et puis il y a un 3e niveau où il comprend qui il est, qu'il est plutôt du côté des hommes ou plutôt du côté des femmes, mais dans ces jeux doute encore de l'irréversibilité du genre, et un 4e niveau final, qui est la conformité au genre, que Laurence Kohlberg identifie entre 5 et 7 ans, et où Kohlberg dit « c'est une période de profonde psychorigidité ». De profonde psychorigidité. D'une certaine manière, c'est intéressant, puisque je vous disais ne pas confondre l'orientation sexuelle et l'identité de genre. L'orientation sexuelle arrive pour la majeure partie d'entre nous, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, avec la puberté, les premiers émois, les premières portée du désir vers l'un ou vers l'autre sexe. L'identité de genre se manifeste beaucoup plus tôt et bien avant la puberté. Et pour les personnes transgenres qui ont été obligées d'apporter des témoignages au tribunal administratif pour pouvoir opérer une transition sociale, beaucoup d'entre eux ou d'entre elles avaient des témoignages de professeurs des écoles de maternelle qui avaient déjà repéré ce qu'on a appelé pendant très longtemps la dysphorie de genre, mais ce terme diagnostic a désormais disparu. Je rappelle quand même que l'antonyme de dysphorie, c'est euphorie. Donc on espère que tout le monde puisse connaître l'euphorie du genre. Donc, l'orientation sexuelle, donc quelques petits mots sur le résultat de la recherche, mais vraiment de manière très rapide. Ce que j'ai compris en écoutant, alors déjà un truc, il n'y a aucune différence entre les jeunes Québécois et les jeunes Français, à part leur accent. Voilà, sur la représentation du monde contemporain, il y a beaucoup de conformité et de représentations communes. Ce que j'ai pu percevoir, c'est que la difficulté des jeunes, je vais laisser les trans et les intersexes de côté pour l'instant, mais les gays, les lesbiennes et les bisexuels, c'est que, comme nous tous, ils passent par 3 mondes, sauf que le passage de ces mondes leur est plus difficile que pour les camarades de leur âge qui sont plus hétéronormés. Ces 3 mondes sont les suivants. Le premier, c'est le monde subi, c'est-à-dire on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses environnements, on ne choisit pas sa culture, et on peut bien imaginer que dans certaines familles, c'est plus facile d'accepter l'homosexualité du garçon ou de la fille que dans d'autres. Le deuxième, c'est le monde révélé par la puberté. Pour le dire plus simplement, c'est les années de collège. Et tous les pédopsychiatres avec lesquels je travaille s'accordent à dire que les problématiques adolescentes arrivent au collège, pas au lycée, et que c'est là qu'il faut commencer à s'en préoccuper. Daniel Marcelli, avec un brin de provocation coquine, disait « il faudrait supprimer le collège parce qu'ils ont autre chose à penser ». Voilà. Donc le collège, c'est pour les jeunes LGBTI le lieu du stigmate. Le lieu du stigmate avec des choses parfois très étonnantes, comme du harcèlement de jeunes garçons et de jeunes filles qui ne perçoivent même pas encore leur orientation sexuelle, leur harceleur l'apercevant avant eux. Et le troisième monde, c'est le monde révélé, le monde choisi, c'est-à-dire l'affirmation de soi qui passe pour ces jeunes par le coming out, qui semble être pour eux une évidence totale. Ne pas dire qui on aime leur semble complètement incongru. Et c'est là, d'une certaine manière, que c'est important, en tout cas pour la socio-anthropologie de l'adolescence que je pratique, de recueillir des témoignages. Ça va être pareil d'ailleurs pour les trans. Parce qu'on a tellement une pluralité de parcours que c'est les vécus qui nous permettent d'en mesurer la consistance, la chair. Voilà. Je fais une grande distinction entre le vécu et le ressenti. Le ressenti, c'est terrible, ça flatte les populismes, mais le vécu, c'est les histoires de vie. Et j'ai choisi d'en évoquer 2 pour la question de l'orientation sexuelle, que vous connaissez peut-être, puisqu'ils ont fait l'objet de publications prestigieuses. Le premier, c'est Édouard Louis. Édouard Louis, sociologue de l'école de Pierre Bourdieu. Édouard Louis raconte qu'il naît dans une famille ouvrière,
qui est profondément homophobe. Il n'y a pas un seul repas à la maison où les ouvriers et camarades de son père ne font pas une plaisanterie homophobe. Le père, lui, dès qu'il perçoit que son fils est différent, le père lève les yeux au ciel en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Sa mère lui balance « Dans la famille, tout le monde a des couilles, même moi. » Sous-entendu, sauf toi. Voilà. Manque de bol pour Édouard Louis, il est en plus un peu efféminé au début de l'adolescence, donc il se fait harceler au collège de manière épouvantable. Rappelons d'ailleurs quelque chose que le sociologue québécois Michel Doré dit très bien. Il dit peut-être qu'il ne faudrait pas parler d'homophobie, peut-être qu'il vaudrait mieux parler d'efféminophobie, la haine du féminin chez l'autre. Et donc, à un moment donné, c'est toute la question du stigmate que Erving Goffman a tellement bien traité. Goffman, quand même, qui en 1967 crée le concept de stigmate qui était jusque-là réservé au stigmate du Christ et des mystiques, et qui en fait un concept heuristique qui fait que nous parlons tous de personnes stigmatisées, de populations stigmatisées, avec une grande relativité du stigmate. C'est-à-dire que nous pouvons tous être un peu, beaucoup, passionnément à la folie, stigmatisés ponctuellement, durablement, circonstanciellement, structurellement. Voilà. Et donc, ça amène des stratégies. Et chez Édouard Louis, c'est des stratégies terribles. À un moment donné, il n'en peut plus au collège d'être harcelé. Il faut qu'il s'en sorte. C'est sa survie qui est en jeu. Et il se rend compte qu'il y a dans son collège quelqu'un qui est encore plus efféminé que lui. Il en profite dans la cour de récréation, au moment où ses harceleurs sont là, en criant à son camarade « Ferme ta gueule, pédé !» Et il explique, plusieurs années plus tard, dans son autobiographie, l'espace d'un instant, j'ai déplacé la honte sur lui. Terrible. Un autre exemple, c'est plus récent, c'est Baptiste Beaulieu. Baptiste Beaulieu, qui est médecin généraliste, qui a écrit son autobiographie, qui porte un très beau nom. Tous les silences ne font pas le même bruit. Baptiste Beaulieu est dans une famille de la classe moyenne, aimante, avec un papa, une maman, des frères et sœurs qu'il aime et qu'il apprécie. Au moment de la puberté, il se rend compte qu'il est gay, qu'il est porté vers les garçons. Il est absolument persuadé que sa famille est homophobe et va le rejeter. Ce qui est faux, puisque lorsqu'il fera son coming out quelques années plus tard, il s'apercevra que son père, sa mère, ses frères et ses sœurs l'accueillent très bien. Voilà. Mais il perçoit, dans des petits signes presque incongrus, la manière dont sa famille rigole en regardant La Cage aux folles à la télé. Voilà. Il se persuade qu'ils sont homophobes et il tente de mettre fin à ses jours à 26 ans. Heureusement, il se loupe. Et à partir de là, il fait son coming out, tout va bien, il fait une carrière brillante, il écrit des romans, il se marie avec un homme, ils ont des enfants, etc. Et dans son livre, il fait un petit joke qui est tout à fait intéressant pour permettre de percevoir ce que peut vivre un jeune homme ou une jeune femme qui vit une situation d'homosexualité dans un monde où c'est encore marginal et minoritaire. D'une certaine manière, il fait ce que Freud avait fait dans certains textes où il posait la question, pas exactement dans ces termes-là, comment devient-on hétérosexuel ? Puisque finalement, c'est une question qu'on pose souvent aux homosexuels sans la poser aux hétéros. Et donc, il fait un florilège de toutes les questions que son entourage professionnel ou amical lui pose, et il remplace le qualificatif homosexuel par hétérosexuel. Et ça donne. Êtes-vous hétérosexuel à la suite d'une agression sexuelle dans l'enfance ? Pensez-vous qu'avec un bon thérapeute, vous pourriez arrêter d'être hétérosexuel ? Pensez-vous que si vous n'aviez pas à changer d'orientation sexuelle et arrêter d'être hétérosexuel, vous pourriez au moins pratiquer l'abstinence ? Comment pouvez-vous vous dire hétérosexuel si vous n'avez jamais essayé de vous forcer à coucher avec une personne du même genre que vous ? Pourquoi éprouvez-vous le besoin d'afficher votre hétérosexualité partout, dans la rue par exemple, en vous tenant la main ? Ne pouvez-vous pas réserver ces démonstrations d'affection à la sphère privée ? Ne trouvez-vous pas qu'il y a trop de personnages hétérosexuels dans les séries TV aujourd'hui ? Les hétérosexuels n'ont pas besoin de se marier. Pourquoi vouloir absolument avoir le droit de se marier ? Qu'est-ce que ça change ?
Ah, vous avez des difficultés à devenir parent et vous avez dû avoir recours à une FIV. Ça ne me gêne pas, je suis très ouvert sur ces questions. Mais dites-moi, c'est votre mari qui a donné son sperme ou c'est celui d'un autre homme? Je veux dire, qui est le père? Pensez-vous que les hétérosexuels devraient avoir le droit d'adopter? Pensez-vous que l'hétérosexualité soit une manière comme une autre de vivre sa sexualité? Accepteriez-vous, 1, très bien, 2, plutôt bien, 3, pas du tout, que votre enfant soit hétérosexuel? Voilà pour la question un petit peu du ressenti ou des vécus. Alors, ce qui m'a frappé également dans la recherche sur les jeunes gays et les jeunes lesbiennes, qu'on retrouve aussi chez les transgenres et les intersexes, c'est que tous les jeunes rencontrés au Québec et en France souhaitent se marier et avoir des enfants. J'y reviendrai sur la norme familiale. L'identité de genre. Alors, ma discipline, c'est l'anthropologie. Et l'anthropologie, s'il en était besoin, nous apprend que finalement, sur la planète Terre, tout est possible. Tout est possible, ça ne veut pas dire que tout est transférable. Et qu'en matière de genre, bien des cultures sont bien au-delà de notre binarité. En Amérique du Nord, on a pu identifier 130 tribus amérindiennes qui ont 4 genres. Homme-femme, homme masculin, femme féminine, femme masculine. Les Bugis d'Indonésie ont 5 genres. Les Inuits ont 3 genres. Voilà. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. L'intersexuation, d'une certaine manière, nous montre déjà qu'il y a plus que 2 genres. Sur la question transgenre, je vais vous faire un petit aveu, c'est que jusqu'en 2013, je n'y connaissais rien. Et la perception que j'avais de la question transgenre, on dit d'ailleurs plus transgenre aujourd'hui, on dit plutôt transidentité, ce qui est peut-être plus juste par rapport à la pluralité. Je n'y connaissais rien. Pour le dire très simplement, voilà ce que j'imaginais, à partir de ce que je voyais dans les médias, de ce que j'avais entendu, vu, lu, voilà. Je pensais que c'était des hommes qui se sentaient femmes, qui se travestissaient, qui étaient pour bon nombre travailleurs du sexe, qui parfois étaient transformistes dans des cabarets style chez Michou, et qui, sans doute pour quelques-uns d'entre eux, allaient jusqu'à partir en Thaïlande se faire opérer et qu'on appelait transsexuels. Bon, je peux le dire aujourd'hui, péché avoué est à moitié pardonné, j'étais un gros bêta, puisque c'est une toute petite partie de l'iceberg, une toute petite partie. Ça ne veut pas dire que ceux-là n'existent pas, mais c'est qu'ils sont très largement minoritaires. Première surprise du chercheur, on est à 50-50. Il y a autant d'hommes qui se sentent femmes que de femmes qui se sentent hommes. Et les dernières recherches sociologiques sur les plus jeunes en questionnement de genre montre qu'il y a une légère progression des filles qui se sentent garçons par rapport aux garçons qui se sentent filles. Donc une pluralité. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est des questions qui émergent aujourd'hui et parce qu'elles émergent aujourd'hui sont extraordinairement polémiques. D'abord, une première chose pour battre en brèche quelque chose qu'on entend beaucoup. J'évoquais hier soir avec les amis une lecture qui est un peu plombante, je vais plomber l'ambiance, mais Olivier Manoni qui a traduit Mein Kampf quand Mein Kampf est tombé dans le domaine public et qui, dans son dernier livre, La coulée brune, analyse la sémantique fasciste pour voir comment elle se retrouve consciemment ou inconsciemment dans les paroles de nos hommes et nos femmes politiques. Et il nous apprend par exemple que c'est Hitler qui a sorti le terme submersion de l'aspect nautique de la chose en parlant de la submersion juive. Voilà. Et aujourd'hui, ce mot submersion, on l'entend dans 2 champs, la submersion migrante et la submersion trans. Les personnes transgenres, qui ne sont pas les personnes en questionnement de genre, notamment à l'adolescence, j'y reviendrai, les personnes transgenres sont peanuts, sont minoritaires, c'est très peu de personnes. Là, pour vous en donner un petit aperçu, la Haute Autorité de Santé a donné les chiffres
des personnes en demande de transition de genre, qui sont à peu près 50-50, 50% hommes, 50% femmes, qui sont en demande et qui sont donc sous affection longue durée 31, qui est l'affection longue durée pour les transidentités. Il y avait j'ai laissé les chiffres de 2022, mais ils n'ont pas beaucoup bougé. En 2022, nous avions 8 952 personnes en demande de transition. 8 952. Et sur ces 8 952, 1 615 seulement étaient en demande de transition chirurgicale. Bien sûr, il y a des personnes qui passent sous le radar. Bien sûr, c'est ce que disent les groupes d'extrême droite notamment, ces chiffres ont augmenté. Et c'est vrai qu'il y en a 10 fois plus que 10 ans auparavant. Simplement, ça accompagne la juridiction de Roselyne Bachelot d'abord, qui crée la LD 31, de Christiane Taubira, qui permet de résoudre un peu la question de la transition sociale, et puis les progrès faramineux de la science, de la médecine et de la chirurgie, qui rendent des choses possibles qui ne l'étaient pas auparavant. Ce qui alimente sans doute une partie des polémiques, c'est le questionnement de genre, qui, lui, est beaucoup plus important et beaucoup plus visible, notamment chez les adolescents. Et une enquête a fait beaucoup de bruit. C'est une enquête de l'IFOP en 2020 qui nous apprend que 22% des Français et des Françaises entre 18 et 30 ans se déclareraient non-binaires. Évidemment, est-il besoin de le préciser, ces personnes qui se déclarent non-binaires, dans leur écrasante majorité, n'ont absolument pas envie de changer de sexe. Et en plus, lorsqu'on leur demande c'est quoi cette non-binarité que vous évoquez pour vous, particulièrement quand ce sont des adolescents, eh bien chacune d'entre eux donne une autre définition de la non-binarité. Et nous avons essayé d'identifier les catégories. Il y en a beaucoup, mais on a identifié trois grandes catégories dans lesquelles il faudrait mettre encore des sous-catégories, tellement chacun, finalement, s'autodétermine dans son identité. Une partie des jeunes qui se déclarent non-binaires évoquent plutôt une pluralité du genre, hommes et femmes et tout ce qu'on veut. D'autres évoquent la neutralité du genre, ni-ni. Et d'autres évoquent la fluidité du genre, tantôt, tantôt. Vous voyez, donc, et puis, évidemment, ce qui est important aussi de rappeler, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, c'est qu'en France, nous sommes dans un système de santé au temps long. C'est-à-dire, même si certains trans affirmatifs radicaux voudraient d'un claquement de doigts opérer une transition de genre, c'est juste impossible. Impossible. Le temps long de l'entrée dans un processus de transition, c'est dans les cas les plus rapides, c'est 2 ans minimum, quand pas plus. Et de toute manière, autre donnée aussi importante, contrairement à ce qu'on entend, aucune transition irréversible n'est possible en France avant 18 ans. Aucune. Voilà. Donc, on peut revenir sur les détails si vous voulez. Et donc, effectivement, on a des propos extrêmement polémiques qui viennent justement peut-être réinterroger la question des limites et la question des frontières. Et je veux juste vous donner deux exemples. Un premier exemple, c'est un ami qui est psychiatre à Poitiers, qui écrit un livre sur sa pratique de psychiatre, et il consacre un chapitre, seulement un chapitre, au fait qu'il commence à avoir une patientèle en questionnement de genre. Sans doute a-t-il la maladresse du débutant, voilà. Et tant est-il que lorsqu'il présente son livre en librairie, une association trans radicale arrive avec l'intention de détruire les livres et de s'en prendre à son auteur. Mon ami repère le leader et essaye d'engager une dispute élégante. Est-ce qu'on pourrait discuter? Qu'est-ce qui vous déplaît dans mon livre? Est-ce qu'on peut échanger? Et la personne lui répond: je ne lis pas les ouvrages de merde. À l'autre bord de l'hémicycle, Jacques-Alain Miller, qu'on a un peu évoqué ce matin, légataire des œuvres de Jacques Lacan, est un fervent opposé à toutes les études sur le genre, et il voue une détestation de Judith Butler qu'il appelle avec mépris la Butler.
un journaliste lui demande « Mais monsieur Miller, qu'est-ce que vous ne supportez pas dans l'œuvre de Judith Butler ?» Et Jacques-Alain Miller répond « Je n'ai pas de temps à perdre à lire l'œuvre de Butler. » Voilà. Les idéologies toxiques, c'est la critique d'un livre qu'on n'a pas lu. Et beaucoup des détracteurs de des questions transgenres sont des gens qui n'ont jamais rencontré une personne transgenre. Des psys qui n'ont aucune patientèle trans. Ou des enquêtes qu'on a. Je pense notamment à une enquête qui est souvent utilisée par les détracteurs, qui est l'enquête Cass, une enquête britannique, qu'on doit au docteur Hilary Cass, qui reconnaît qu'elle n'a jamais vu une personne trans de sa vie. Voilà. Donc ça donne des polémiques absolument terribles. Moi-même, j'ai accepté, alors je ne sais pas si je dois dire par chance ou par malchance, si vous voulez que je m'en explique dans les questions, je pourrais vous le dire, de faire partie du groupe d'experts de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, puisque la Haute Autorité de Santé avait édicté en 2009 un protocole de recommandation de bonnes pratiques pour l'accompagnement des personnes trans. Mais ces recommandations de 2009, en fait, étaient très psychiatrisantes, très pathologisantes. Il fallait un diagnostic de transsexualisme pour pouvoir entrer dans un processus. Donc, c'est en 2022, lorsqu'Olivier Véran était ministre de la Santé, qu'il a demandé à la Haute Autorité de Santé de constituer un groupe d'experts de 30 personnes avec tout le protocole extraordinairement scientifique, rigoureux, imparable de la HAS pour édicter de nouvelles recommandations qui, je vous l'annonce, vont sortir fin du mois d'avril, début mai, puisque le travail est désormais terminé. Mais les attaques ad nauseam que le groupe d'experts a eues sont absolument incroyables et insupportables, avec une malhonnêteté intellectuelle terrible. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'il y a des enjeux importants. Et ces enjeux, je le disais un petit peu au début de mon propos, c'est que finalement, ces jeunes qui nous questionnent par leur orientation sexuelle de manière plus facile, mais par leur identité de genre ou par leur questionnement de genre, viennent bousculer les derniers repères des mutations de la famille. On évoquait, je crois que c'était Jean-Pierre qui évoquait l'évolution de la condition féminine, et on se rappelle quand même que le droit de vote, le chéquier, le droit de voyager sans l'autorisation du mari, de travailler, d'avoir le même programme scolaire que les garçons. Tout ça est venu tardivement, mais il y a eu bien d'autres modifications dans les termes de la famille. Pensez simplement 1967, la loi de Neuwirth sur la contraception, 1975, IVG et divorce. Voilà. Puis 2013, mariage pour tous, 2021, PMA, et peut-être que, rappelons-nous aussi que toutes ces lois sur lesquelles... Alors moi, ça m'a beaucoup amusé quand Gabriel Attal était Premier ministre et que dans son discours de politique générale, il annonce à l'Assemblée nationale qu'il est très fier d'être le Premier ministre homosexuel. Il avait quand même 6 ministres régaliens qui étaient homophobes et qui avaient voté contre le mariage pour tous, dont Darmanin, qui a dit qu'il regrettait que s'il devait voter aujourd'hui, il voterait pour. Voilà. Enfin, il avait quand même voté contre. Voilà, donc on sait aussi que même la loi Veil sur l'IVG, portée par une ministre de Giscard, est passée grâce aux voix des socialistes et d'un chouïa. Voilà. Donc on voit que cette famille, elle vient aussi, la famille, si vous voulez, d'un point de vue sociologique, la famille, d'un point de vue sociologique, on l'évoque souvent à travers 3 instances qui font famille. La sexualité, la conjugalité, la parentalité. Rappelons-nous quand même cette chose absolument étonnante, c'est qu'en 1950, voilà, donc dans la deuxième moitié du XXe siècle, ces 3 instances sont interdépendantes. Pas de sexualité en dehors des liens sacrés du mariage. Interdit. Pas de relation antémaritale. Il y a eu beaucoup de mariages qui se sont précipités parce que des ventres étaient en train de s'arrondir. Il y a eu beaucoup de prématurés à certains moments, mais il fallait que la morale soit sauve. Pas d'enfants en dehors des liens sacrés du mariage. Le fait d'être un enfant de concubin est un motif de placement à l'assistance publique. Et les assistantes sociales de l'époque n'ont aucun état d'âme, elles placent. Aujourd'hui, 1 enfant sur 2 en France naît d'union libre. S'il fallait placer la moitié de nos gamins à l'aide sociale, il faudrait beaucoup d'éducateurs. Voilà. Aujourd'hui, ces 3 catégories totalement interdépendantes sont autonomes.
Demandez à un adolescent s'il a le droit de faire l'amour avant de se marier. Voilà. Il y a mille et une façons de faire couple, et la parentalité ouvre des débats éthiques infinis. Et sans doute que ça vient poser des questions. Le dernier livre que j'ai commis avec un ami psy, qui s'intitule « Refaire famille », interroge cette question-là. Avec comment est-ce que nous pouvons nous départir de grilles de lecture qui nous ont semblé intangibles. Je pense à un ami qui a fait une contribution dans cet ouvrage sur le complexe d'Oedipe, pour essayer de voir comment ça marche, le complexe d'Oedipe. Alors, il se débrouille plutôt pas mal, mais comment ça marche, le complexe d'Oedipe, avec 2 mamans ou 2 papas, ou des familles recomposées, ou des familles monoparentales, des familles homoparentales. Rappelons-nous quand même que nous sommes, en France, sociologiquement, on estime que sur les 68 millions d'habitants que nous avons 8 millions de familles, entendues comme une ou deux adultes qui élèvent un ou plusieurs enfants. Sur ces 8 millions de familles, 2 millions de familles sont monoparentales. 1,2 sont des familles recomposées. Voilà. 1% des couples sont homosexuels. On estime à peu près à 250 000 les enfants vivant une situation d'homoparentalité. Nous avons pu identifier déjà des transparentalités. Et d'après Serge Effès, 10 hommes ont déjà été enceints en France. Voilà. Donc ça vient bousculer des repères. Alors, hommes enceints, on s'entend, nés femmes, conservant leur utérus, arrêtant la transition hormonale, la reprenant après, etc. Mais vous voyez, ça vient bousculer des repères qu'on pensait jusque-là intangibles. Mais est-ce que c'est nouveau? Moi, je ne le crois pas. Je pense que le questionnement de genre a à voir avec le contexte. J'ai 68 ans, ça vous situe à peu près ma génération. Le questionnement de genre, ça me parle. Moi, j'ai des souvenirs avec mes frères, comment on se chamaillait avec nos parents pour avoir le droit d'avoir un petit centimètre de cheveux longs en plus, avec des adultes qui nous aidaient, mais les cheveux longs, c'est pour les filles. Voilà. Et je me souviens, arrivé à la fac, que les garçons et les filles, on avait tous les cheveux longs, des chemises à fleurs et des pantalons pas de def. Voilà. Et qu'un prof un peu macho, j'en conviens, nous disait, ce qu'il y a de gênant avec vous, c'est que quand on vous voit de dos, on ne sait pas si c'est des garçons ou des filles. Voilà. Bon. La mode unisexe. Quand j'étais adolescent, il n'y avait aucune fille en pantalon. Voilà. Et puis, d'une certaine manière, aussi quelque chose qui vient, mais ça demanderait une autre explication, et là, je n'aurai pas le temps, c'est la question des stéréotypes de genre qui sont réinterrogés à travers ces mutations profondes de la famille que questionnent les orientations sexuelles et les identités de genre, particulièrement à l'adolescence. Voilà. Un petit mot sur les identités et un petit mot de conclusion pour laisser un peu de la place au débat. La question qui est un peu compliquée et qui déborde sans doute la question de l'orientation et de l'identité sexuelle, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, ça a été dit par plusieurs intervenants ce matin, nous sommes dans des sociétés qui avons perdu le sens du collectif. Le sens du collectif, je le retrouve quand je suis au Congo. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés de l'individu. Un de mes professeurs, Maurice Godelier, avait une expression rigolote. Il disait « Nous sommes dans des sociétés de l'individu absolu, comme la vodka absolute », disait-il. Voilà. Je ne suis pas mon frère, je ne suis pas mon père, je suis... Voilà. Il faut absolument s'identifier. Et peut-être que les jeunes LGBTI, QA+, etc., avec des tas d'autres lettres, viennent nous dire quelque chose. Lorsque j'ai terminé ma recherche, j'avais fait un lexique qui était publié, un lexique. Ce lexique est aujourd'hui obsolète parce que depuis, les jeunes ont inventé d'autres mots. Sauf que les mots et les identités qu'ils se donnent ne valent que pour leur singularité. Dans une des associations communautaires d'Alsace, qui a voté l'inscription LGBTIQA+, parce qu'ils estimaient que LGBTI, ça ne suffisait pas. J'ai posé naïvement la question, mais Q, c'est quoi? Et certains m'ont dit, c'est queer,
D'autres m'ont dit non, c'est questioning, en questionnement, etc. J'ai dit, et le A, c'est quoi? C'est asexuel. Non, c'est intersexuel. Chacun met sa définition. Et même quand j'interroge, j'ai eu plusieurs jeunes filles qui se sont déclarées dans ma recherche asexuelle, aucune ne mettait la même définition de l'asexualité derrière son emploi. Et d'une certaine manière, ça rejoint un peu ce que Paul Ricoeur disait déjà en 1959, c'est nous sommes dans une société où il n'y a plus que des autres. Il n'y a plus que des autres. Et loin de nous rassembler, parfois, hélas, ça nous divise. Allez, je termine pour ne pas plomber l'ambiance par quelque chose d'un peu plus joyeux, en conclusion, pour ouvrir le débat. C'est une petite phrase de Freud en 1904, reproduite dans l'échange de correspondance qui a été rassemblé dans La vie sexuelle, dans l'ouvrage La vie sexuelle, où il répond à des médecins généralistes qui lui posent des questions sur la sexualité, et un peu plus d'ailleurs sur la question de comment éduquer nos enfants à la sexualité. Et quelqu'un, je ne sais plus si c'est un parent ou un médecin, lui demande la question comment il pourrait expliquer le passage de la sexualité infantile, la sexualité des enfants, que Constantine dit c'est la sexualité masturbatoire avant la sexualité relationnelle. Voilà. Comment passer de la sexualité infantile à la sexualité génitale, la sexualité adulte. Et Freud dit, allez, je fais un peu de coquetterie, il le dit en allemand, c'est le passage du Sinnlichkeit aux Zärtlichkeit. Allez, je traduis, c'est le passage de la pulsion à la tendresse. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci pour cet exposé des paysans. Mais c'était bien pour ça qu'on avait eu l'idée de vous inviter. Qu'est-ce que ça suscite comme question ou remarque dans la salle? C'est très général, donc s'il y a des souhaits de précision sur deux, trois choses, je peux. Merci pour cette intervention. Je ne suis pas d'accord du tout, mais c'est pas grave, parce que j'ai l'impression qu'on peut au moins en parler. Donc c'est bien. On ne va pas se tuer en sortant, ça va. Plusieurs points. D'abord, le terme d'assigné, je me demande d'où vous tirez ça. Si j'étais unijambiste et que je naissais sans jambes, vous ne me direz jamais que j'étais assigné à être unijambiste. Qu'est-ce que c'est que ce terme de assigné à la question du sexe? Je vois personne qui a décidé ça. C'est une première question. Deuxième question, par question plutôt, discussion. Pourquoi dire que c'est pas avant 18 ans que ça arrive? C'est faux. Il y a un film qui va être tourné là-dessus, qui a été montré, où c'est quelqu'un qui avait 12-13 ans. Donc, c'est vrai que on aimerait bien que ce soit respecté, les 18 ans. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des interventions hormonales et chirurgicales avant, puisqu'il s'agit de protéger celui qui se dit ou qui se pense d'un autre sexe de la puberté, justement. Bon, ce qui est un problème, quand même. Quel est le phénomène naturel? Parce qu'on a beau espérer qu'on va tout changer dans le monde, mais enfin, c'est quand même pas rien de condamner quelqu'un à la prise d'hormones pendant sa vie durant, alors que par ailleurs, on dit que c'est très dangereux pour plein d'affaires. Je ne vais pas développer ça, mais c'est un vrai problème. Troisième point que je trouve aussi, il y a un point que je conteste, mais là vivement, c'est que, je vais dire, j'ai vu une fois quelqu'un qui avait décidé ça, ça ne m'empêche pas de pouvoir réfléchir à ce que ça signifie. Le psychanalyste, que je suis, ou psychiatre, c'est un généraliste aussi. C'est-à-dire qu'il doit être prêt à accepter toutes les questions qui viennent. Il n'est pas obligé d'avoir déjà d'avoir vu ses 50 patients pour pouvoir parler de ça. D'autant plus que c'est quoi cette question du sexe? C'est une question éminemment importante, puisque c'est la façon même dont dans le corps, on en parlait ce matin de l'importance du corps, dont dans le corps va venir se mettre une limite. Je ne suis pas les deux sexes en même temps. Bon, il faudra bien que j'en perce un.
Bon, alors qu'après on fasse toutes les combinaisons qu'on veut, et le rappel de la phrase de Freud est très bien à cet égard-là. Bon, il n'y a pas de histoire, mais quand même, je trouve que c'est un argument qui ne pèse pas de pouvoir dire vous n'avez pas vu de patient, donc vous n'avez rien à dire. D'autant plus que il y a quelque chose d'assez évident et de rendu difficile, c'est que c'est une pathologie, si ça vous ne voulez pas, les gens qui défendent ça ne le veulent pas, et c'est tout à fait, on peut comprendre, mais en même temps, c'est quelque chose qui survient à un moment où ce n'est pas sans importance la réponse qu'on va y donner. Parce que si on répond à ça, qu'il y a affaire avec la puberté, on va se débrouiller pour essayer de, que sais-je, etc., c'est pas la même chose que de proposer, malheureusement, je ne crois pas que ce soit le cas de tout le monde, loin s'en faut, mais dans beaucoup de cas, presque immédiatement, de prescrire des traitements hormonaux. C'est comme ça que ça se passe dans le concret. Je suis désolé, l'inverse, ce n'est pas vrai, ça, je sais. De la même façon, quand vous dites que la haute autorité de santé, c'est scandaleux, la façon dont on a réagi à ça, je vous signale que de l'autre côté, c'est tout aussi scandaleux, hein, parce que ce qu'on reçoit comme agressivité et violence, parce qu'on se permet de poser des questions et qu'on n'est pas d'accord d'emblée avec ça, est exactement la même. Donc pour moi, la violence n'est pas d'un côté, elle est des deux côtés, et elle relève beaucoup plus de ce que j'ai évoqué au bureau de la Maison Ovale ce matin. C'est-à-dire que tout prend désormais une proportion où on ne sait plus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et tant mieux, on ne sait plus discuter clairement des désaccords que l'on a, quitte à voir comment on va travailler avec tout ça, parce que c'est hyper compliqué. La question de la madame qui a fait le rapport CAS, c'est quand même à la suite de ce rapport, entre autres, que la clinique du Tavistock a fermé ses portes. C'est en rapport avec ça. Donc peut-être qu'elle n'est pas une grande connaisseur d'eux, mais c'est quand même une des raisons pour lesquelles des endroits où ça se pratiquait depuis 20 ans, tout à coup reviennent en arrière. Donc ça veut bien dire qu'il y a au moins un problème. Voilà un petit peu déjà les questions. Ça fait beaucoup de choses. J'aimerais bien que... oui, je crois que j'ai à peu près dit ce que je... Oui, sur les identités aussi, ça c'est vrai, tout à fait. Il n'y a pas de... Non, je ne vais même pas la poser celle-là. Oui, ça fait déjà beaucoup, Jean-Pierre. Hein. Bon, mais... non, mais merci d'y répondre. Voilà. Mais c'est vrai que, bon... moi, ce que j'apprécie, c'est la dispute élégante qu'on peut avoir tous les deux. Parce que c'est vrai que c'est une question compliquée. C'est une question compliquée pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et que c'est très difficile d'avoir une position médiane. Voilà, c'est une position médiane. Les deux ouvrages que j'ai co-dirigés sur le genre, c'est ce que il y avait des positions, si vous regardez au stand de librairie, il y avait des positions très différentes, y compris des positions avec lesquelles je n'étais pas en accord. Voilà. Mais ce qu'on avait demandé, c'est de tenir une position médiane, c'est-à-dire non idéologique, hein, non clivée, avec quand même un principe qui est un principe qui vient du travail social dont je suis issu, c'est l'accueil inconditionnel. Alors je précise ce que j'appelle l'accueil inconditionnel. L'accueil inconditionnel, c'est l'accueil sans préjugés, mais ce n'est pas l'accueil sans condition. C'est l'accueil sans préjugés. Voilà. Alors, bon, le terme assigné, effectivement, je n'insiste pas, c'est effectivement pas un terme heureux. Voilà, on peut. Bon. Mais sur des choses qui sont un peu plus importantes. Alors, je ne sais pas de quel film vous parlez. Mais c'est une situation en France. C'est passé à la télévision. Parce que j'en ai vu quelques-uns, mais une situation en France. Qui présentait ce film, et après il y avait un débat avec Bernard Goltz d'ailleurs. Et c'est une fille de 13 ans, 12 ans, qui a décidé qu'elle était un garçon, elle voulait à tout prix, et elle raconte très bien. C'est fantastique. Oui. Alors, après tout ça, à 13 ans, elle a été mise sous hormones, à 15 ans, elle a été mastectomisée. Où en France? Oui. À 18 ans, elle s'est fait taper une dépression canon, et à 21 ans, elle est tout à fait revenue sur son histoire. Okay. Donc ça a eu lieu, et on le sait très bien. Ok. Alors, quand même, hein, sur la question des transitions, je reste quand même sur ma position. Les transitions irréversibles, et d'ailleurs dans des recommandations qui vont sortir de la HAS, la transition irréversible interdite jusqu'à 18 ans, jusqu'aux prochaines recommandations, qui n'ouvriront pas la boîte de Pandore. Ce qui est possible, c'est les bloqueurs de puberté. D'abord, il faut quand même un chiffre que je ne vous ai pas donné. On parle beaucoup du fait que malheureusement,
en France, une femme meurt tous les 2 ou 3 jours sous les coups de son compagnon ou de son conjoint. On dit un peu moins qu'un adolescent meurt toutes les 48 heures d'un suicide lié à son orientation sexuelle. Voilà. Donc, si vous voulez, les bloqueurs de puberté viennent à un moment donné où on s'est rendu compte que la sursuicidabilité des jeunes trans était 7 fois plus importante que les jeunes cis. Et que ces tentatives de suicide arrivaient à un moment où le jeune ou la jeune voit apparaître les signes secondaires du sexe dans lequel il ne se reconnaît pas. Les bloqueurs de puberté sont réversibles. Ils le sont contre-indiqués dans une seule situation très précise, c'est quand mais rarissime, mais qui existe, et donc c'est contre-indiqué, c'est que lorsque le jeune n'a pas terminé complètement sa croissance osseuse. Voilà. Donc, mais autrement, les bloqueurs de puberté sont possibles avec l'autorisation des 2 parents. Ils ne sont pas irréversibles. Hein. La voix ne se rattrape pas. Vous arrêtez les bloqueurs de puberté, la puberté redémarre. Hein, voilà. Donc, évidemment, c'est un arrêt. Voilà, c'est un arrêt. Voilà. Mais si ça peut éviter le passage à l'acte, c'est quand même pas mal. Voilà. La transition hormonale est possible. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple, hein, parce que la transition hormonale, et là, je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire c'est pas une picouse et puis terminé, basta. C'est un traitement à vie. Hein. Donc, la transition hormonale est possible à partir de 16 ans, avec l'autorisation d'au moins un parent. Voilà. Mais les transitions chirurgicales, jusqu'à présent, étaient interdites avant 18 ans. Il y a eu quelques dérogations parce que les 2 parents étaient d'accord pour de la torsoplastie, pas de la chirurgie génitale. Et peut-être, on verra ce que les recommandations vont dire, puisque les recommandations, ce sera à partir de 16 ans. Voilà. Mais c'est compliqué. Alors sur la HAS, un petit mot quand même, pour vous montrer à quel point c'est quand même vraiment compliqué cette affaire-là. La HAS, donc sollicitée par Olivier Véran, met en place un groupe de 30 experts. Je suis le seul non-professionnel de santé. J'ai été requis en tant que sociologue pour identifier les aspects démographiques et les risques psychosociaux. Le reste, c'est des professionnels de santé. Comme dans tous les groupes de travail de la HAS, il y a des personnes concernées qui peuvent représenter l'une ou l'autre association. Des associations avec des positions contradictoires ont été invitées. Une association a jeté l'éponge rapidement au bout de la première séance, sentant qu'elle était véritablement minoritaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la manière de procéder de la HAS, lorsque vous êtes requis comme expert, vous avez un vrai cursus, un vrai parcours du combattant, c'est-à-dire il faut remplir des tas de papiers pour montrer qu'il n'y a pas de conflit de loyauté, que vous avez une expertise légitime, etc., etc. Ensuite, on vous demande une confidentialité totale. Et le principe de tous les groupes de travail de la HAS est le suivant, c'est-à-dire que le nom des experts et les rapports d'étape ne sont jamais divulgués. C'est-à-dire, une fois que les recommandations tombent, n'importe qui peut les critiquer positivement ou négativement, mais ça n'est pas divulgué pour assurer la sérénité des débats. Lorsque le groupe d'experts a terminé son travail, 100 relecteurs sont pressentis pour relire ce que le groupe de 30 experts a fait. Donc, 100 lecteurs ont été convoqués, 75 ont répondu, ce qui est énorme, puisque d'habitude c'est plutôt 50. Et ces 75 experts ont fait des remarques et des critiques, parfois de 2-3 pages, pour chacune des 189 recommandations que nous avions faites. Donc ça nous a pris encore tout un temps. Et donc là, on arrive à la 3e étape, qui est le Conseil des sages de la HAS, qui va tout relire pour valider ou invalider totalement ou partiellement, etc. Dès le début du travail, une personne qui a foutu le camp du truc a trahi la confidentialité. La HAS a porté plainte. Et donc, des noms d'experts ont été divulgués. Pas n'importe lesquels. Les experts qui étaient des personnes concernées ou des personnes connues pour leurs propos très favorables à la question trans. Mon nom n'y figurait pas. Donc, ça a été publié dans le Figaro, comme par hasard. Voilà. Et donc, la HAS a porté plainte. Ensuite, Juristes pour l'enfance, qui est un groupe d'extrême droite,
soutenus par l'Observatoire de la Petite Sirène, Hippomonie, l'Opus Dei, ont intenté un procès à la HAS en exigeant, ce qui ne se fait pour aucun groupe de travail, que les noms des experts et leur qualité soient transmises, ainsi que les rapports d'étape. Le tribunal administratif a tranché en disant que les rapports d'étape ne seraient pas divulgués avant les recommandations finales, mais qu'effectivement les noms pouvaient être divulgués. La HAS a fait appel suspensif, mais le Figaro n'en a pas tenu compte et a tout publié. Et donc mon nom a été publié avec un curriculum vitae qui est faux. Des personnes faisant partie du groupe d'experts ont été agressées à leur cabinet. La HAS a décidé de porter plainte et a décidé de nous mettre sous protection fonctionnelle pour moi, puisque je n'ai pas été agressé. Lorsque nous sommes passés à l'étape de la relecture, une taupe, je ne peux pas dire autre chose, a divulgué une partie d'un rapport d'étape qui a été tronqué et qui a été interprété avec une pétition dans les journaux, avec les mêmes signataires, toujours l'Observatoire de la Petite Sirène et l'IHF Masson et les autres, disant la HAS est en train de faire des recommandations qui vont déchoir de l'autorité parentale les parents qui s'opposeront à la transition de leur enfant. Vous imaginez bien qu'aucun expert sérieux de la HAS n'aurait dit des choses aussi idiotes. Voilà. Donc c'est pour vous montrer à quel point il y a une malhonnêteté intellectuelle terrifiante sur ces questions-là. Voilà. Voilà ce que je pourrais nuancer quand même, parce que ce n'est pas une malhonnêteté intellectuelle que ça prouve, c'est qu'il y a une question de fond qui reste posée. Vous dites qu'il y a une augmentation de risques suicidaires, etc., mais ce n'est pas sûr du tout que ce soit de cet ordre-là. Je suis désolé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a quand même à se demander si ça va aider un jeune qui est en difficulté, bien sûr, évidemment. Est-ce que ça va l'aider de lui laisser penser qu'il va pouvoir choisir son genre et son sexe? Est-ce que ça va vraiment l'aider? C'est une vraie question. Parce que, déjà prétexter la question du suicide, ça, non, ça ne va pas. Et puis, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui est notre intervention? Quelle est notre intervention adéquate? Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y avait des choses qui avaient évolué grâce au fait qu'il y avait de plus en plus de possibilités. Oui, les possibilités sont néanmoins effarantes. Hein? Espérer avoir un vagin reconstitué, c'est tout à fait... ça ne marche pas du tout. On le sait bien. Ceux qui pratiquent ce genre de choses disent très bien que c'est des suppléances, mais ça ne va pas. Où est-ce qu'on ne s'emballe pas? On a le droit quand même de se demander, est-ce qu'on n'est pas en train de s'emballer sur des nouveautés forcément qui sont rendues possibles, mais en même temps qui viennent susciter une demande qui n'a jamais été là jusqu'à présent, sauf exception. Il y en avait quelques-uns, mais très peu. Sûrement pas sur le modèle de la difficulté adolescente aujourd'hui. Alors, je vais vous étonner, je suis d'accord avec vous. Très bien. Parce que je pense qu'effectivement, il ne faut pas s'emballer. Et les professionnels de santé avec lesquels je travaille et qui accompagnent éventuellement, et pas toujours, des transitions de genre, ne s'emballent pas. Voilà. Et par ailleurs, il y a quelque chose, par exemple, vous voyez, il y a eu, effectivement, vous évoquiez la clinique de Tavistock, il y a des choses terribles qui se sont faites ailleurs qu'en France, notamment en Amérique du Nord, avec des cliniques d'enfants qui ont amené les problèmes qu'on appelle de détransition, les détransitionneurs, voilà, qui seraient, je le dis au conditionnel parce que je n'ai pas travaillé dessus, mais qui seraient jusqu'à 4 à 5% des transitions au Canada. Voilà. Mais des cliniques pour enfants et pour adolescents, nous n'en avons pas en France et j'espère que nous n'en aurons jamais. C'est-à-dire, nous avons... je suis adepte, alors soyons très clairs, je suis adepte de la prudence et ce qui me rassure, c'est effectivement le temps long des processus de santé. Je vous donne 2 exemples juste. Un exemple d'un petit garçon que je rencontre, il a 5 ans. Ses parents sont effrayés parce qu'ils pensent qu'il est dans une dysphorie de genre. Voilà. Parce que c'est un petit garçon qui veut porter une robe et qui fait un caprice un peu fort. Bon, c'est la maternelle.
On se dit, allez, pour calmer le jeu, on laisse le gamin porter une robe. Je l'ai revu cet automne, il a 11 ans, il rentre au collège. Et je lui demande où tu en es. Il dit, je suis un garçon qui aime porter des robes. Il a fait un chemin. Voilà. Et là, le deuxième exemple, c'est un truc rigolo qui m'est arrivé cette année. Je suis appelé par un prêtre catholique qui est responsable de toute la catéchèse catholique en Alsace, dans les établissements scolaires sous convention. Et le rectorat l'a sommé de donner une formation sur le genre aux catéchètes. Et donc, il me téléphone pour me demander si je veux donner cette formation. Bon, j'accepte et je vais à l'établissement Saint-André de Colmar, qui est un grand établissement catho, où je me retrouve devant une 50aine de catéchètes, moitié laïcs, moitié prêtres, dont je sens bien qu'ils ne sont pas à l'aise avec cette question-là et que certains aimeraient qu'elle n'existe pas, simplement. Voilà. Et à la fin de la formation que je leur donne, un prêtre que je sentais un peu plus que réservé sur la question, mais de manière élégante, me dit « Bon, monsieur, vous qui en avez rencontré beaucoup, est-ce que vous pourriez me dire si vous en avez rencontré des heureux ?» Et je lui dis « Mais mon père, si je ne me retenais pas, je vous embrasserais, parce que vous posez la seule question importante. Hein. Oui, j'ai rencontré des personnes heureuses. Mais pourquoi ? Parce que ça s'est fait dans le temps long, que c'était des personnes qui ont été apaisées par des environnements chaleureux, familiaux, amicaux, professionnels. » Voilà. Je me permets juste une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les personnes qui actuellement sont dans l'autre phase, celle de détransition, qui ont attaqué ça très jeune et qui, parce que là on a quand même quelques années, un peu de recul, de tous ces gens qui finalement reviennent sur leur transition et qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors, plein de choses. D'abord que c'est terrible, hein, mais que pour l'instant, en France, j'ai demandé à Jean Chambry, qui est à la Salpêtrière, qui est une des personnes qui a le plus travaillé, le plus accompagné de personnes, s'il avait eu des détransitions. Il m'a dit, je n'ai eu aucune détransition, j'ai juste eu une personne dans toute ma patientèle qui était en regret, qui regrettait d'avoir fait sa transition, mais qui n'a pas souhaité détransitionner. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'a pas opéré des transitions précoces comme ça s'est fait en Amérique du Nord, où on a un phénomène de détransition. Tellement arrivé en France. Alors ça pourrait arriver en France si effectivement Alors moi, ce qui m'inquiète beaucoup, pour vous dire, je ne peux pas vous dévoiler les recommandations de la HAS, puisque je suis tenu à un devoir de confidentialité, mais elles vont sortir. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ne permettent pas ça. Elles ne permettent pas ça. Par contre, quelque chose m'inquiète, c'est l'arrivée des cliniques privées qui vont peut-être, pour les gens qui ont les moyens, avec un reste à charge important, de pouvoir faire tout et n'importe quoi rapidement, parce que dans le processus ALD, c'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, essayez de prendre rendez-vous, même pour quelque chose de banal, chez un chirurgien ou chez un endocrinologue. Les délais d'attente sont longs, sans compter les déserts médicaux. Et ce que renvoient les associations de personnes concernées, alors je précise que les associations de personnes concernées avec lesquelles je travaille, ce n'est pas les hystériques qui ont voulu attenter au bouquin de mon copain psychiatre de Poitiers, mais les associations tranquilles, quoi. Et ben voilà. Dernière question ou remarque. Ce n'est pas une question, c'est Vous dites qu'il n'y a pas de clinique en France. Dans le film en question, je vous enverrai les coordonnées de ce film, le psychiatre responsable d'une clinique du genre à Lille dit qu'il a 400 jeunes en traitement et qu'il y en a 400 dans la salle d'attente. À Lille. Ce psychiatre, patron de psychiatrie, parce qu'enfin, c'est pas parce qu'on est psychiatre qu'on est juste dans sa tête, hein. Je suis désolé, hein, mais ce patron de psychiatrie énonce clairement comme ça, ce qui est essentiel, c'est de croire l'enfant, croire tout ce qu'il dit.
Écoutez, c'est une folie de dire. Je ne connais pas. Alors, moi, je ne veux pas non plus, je ne connais pas. Ce qui serait important de savoir, c'est qu'est-ce qu'on entend par traitement. Moi, à Strasbourg, où je vis, je fais partie de la RCP, de la réunion de coordination pluriprofessionnelle qui accompagne. Mais évidemment, nous avons effectivement des files d'attente importantes de jeunes en questionnement de genre, pas en demande de transition de genre. Ce n'est pas la même chose. Voilà, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais je veux dire, les jeunes en questionnement de genre qui, à un moment donné, arrivent avec une demande de transition de genre, peanuts. Oui, mais ça c'est important parce que vous leur laissez... Autrement dit, vous leur laissez l'espace d'interroger ce questionnement qui aujourd'hui est à la mode. On questionne. Écoutez, regardez par exemple les bouquins de Serge Effès. Serge Effès s'est pas fait aimer de certaines associations transactivistes parce qu'il dit « Je m'autorise à demander à un hétérosexuel qu'est-ce que c'est pour lui être un homme ou être une femme. Pourquoi je m'interdirais de le demander à une personne transgenre ?» Voilà. Et donc, bien sûr qu'on questionne. Voilà. On se laisse questionner et on questionne. Bon, merci beaucoup. Long débat passionné. Alors, Monsieur Lebrun, Lille, c'est pas en France, hein, c'est dans le Nord. Alors, Jean-Philippe Guignard nous présente Monsieur Gogol d'Alondance sans faire de faute, contrairement à moi. D'ailleurs, je voudrais faire une petite dédicace pour Monsieur Jean-Philippe Guignard, hein, que je cite à chaque fois, et en voulant parler de Jean-Philippe Guignard. Voilà, je vais y arriver à force, ça rentre petit à petit. En fait, je suis dyslexique, hein, c'est un problème qui m'a longtemps accompagné. Voilà. Monsieur Gogol d'Alondance ne peut nous dévoiler les recommandations de l'HAS, car il n'est pas d'extrême droite. Alors, il nous dit qu'il a un invariant chez les adolescents, c'est qu'ils sont casse-couilles. LGBTI, lesbiennes, gays, bi, trans et intersexuels. L'homosexualité n'est plus empêchée depuis 1982 et c'est plus une pathologie psychiatrique depuis 1992, je crois, 94. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Les transgenres ont été dépathologisés en 2019. En 2015, il semble qu'il y ait 1% des naissances comme intersexués. C'est le troisième sexe. Monsieur Gogol d'Alondance nous dit que le droit à la différence, c'est peut-être le droit à l'indifférence. Il se présente comme un homme blanc, gay, père de 2 enfants. Alors, c'est plus simple à dire aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Mais en même temps, ce n'est pas toujours évident. C'est un peu la honte quand même d'être père de 2 enfants. Moi-même, d'ailleurs. Il y a 3 sujets casse-gueule dans l'université française. L'argent, le sexe et la mort. L'orientation sexuelle, c'est qui j'aime. L'identité sexuelle, c'est qui je suis. Je suis ce que je suis, mais qui suis-je si je ne suis personne ? Il n'y a aucune différence entre les jeunes Québécois et les jeunes Français, hormis leur accent. Les jeunes Français n'ont pas d'accent. L'histoire d'Édouard Louis nous apprend une chose. Il est plus facile de déplacer la honte en traitant l'autre de pédé. C'est pour cela que Trump est un masculiniste, d'ailleurs. Parce qu'il est gay. Alors, chez les personnes transidentitaires, il y a autant d'hommes qui veulent devenir femmes que de femmes qui veulent devenir hommes. Alors, surprenant. Surprenant parce que c'est bien plus avantageux d'être un homme aujourd'hui. On ne va pas se mentir, on est encore loin de l'égalité quand même. Donc vouloir devenir une femme quand on est un homme, bon. Alors changer de sexe, ça prend au moins 2 ans. Voilà. Sexualité, conjugalité, parentalité. Aujourd'hui, ces 3 catégories sont indépendantes. Évidemment, si tous les enfants nés hors mariage étaient placés comme c'était le cas autrefois, l'ASE serait totalement débordée. On va dire, mais en fait, finalement, c'est juste une histoire pour faire des économies, tout ça. En France, il y a 8 millions de familles, dont 2 millions de familles monoparentales et 250 000 enfants vivant en situation d'homoparentalité. Monsieur Gogol d'Alondance retrouve de la convivialité au Congo. Moi, je la retrouve au comptoir. Alors, sur la HAS, un petit mot quand même. Vous savez, moi, je suis aussi soignant, je suis psychologue. Donc, pour moi, HAS, SS, voilà. Mais je ne savais pas que l'Observatoire de la Petite Sirène, l'Opus Dei, Juristes pour l'Enfance ont attaqué la HAS. Mais putain, s'ils mettaient la même énergie à démonter leurs recommandations de merde concernant le soin, peut-être pour une fois, il faudrait s'inspirer de l'extrême droite. Voilà. Bon, il y a eu un débat, tout le monde n'était pas d'accord, mais comme le dit M. Gogol d'Alondance, nous sommes dans une société où il n'y a plus que des autres. Et c'est-à-dire que vous êtes tous des autres, en fait, sauf moi. Merci. Bon.